Leclerc. Vous pouvez compter sur nous pour préparer les fêtes et vous proposer des cadeaux de qualité à prix Leclerc. Et pour les fans de chocolat praliné, du 22 au 31 décembre chez Leclerc, pour l'achat de 2 boîtes d'escargots cœur praliné au lait de l'an 20 de 164 grammes chacun, variété au choix, la 3e est offerte. Une pour vous et 2 pour vos proches, ou l'inverse. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va, j'en suis sûr, vous estomaquer d'un bout à l'autre. Vous allez penser que vous êtes dans un film, dans une fiction. Et pourtant, je vous l'assure que tout ce que je vais vous raconter est vrai. 100% vrai, vérifié par une longue enquête de police, sanctionnée à la fin par un procès et de la prison ferme. C'est l'histoire d'un homme battu et même martyrisé par sa compagne pendant près de 2 ans. Un homme tellement amoché que ses propres parents ont du mal à le reconnaître. C'est l'histoire de Maxime Gagé, qui est là en face de moi et que je suis très heureux d'accueillir. Bonjour Maxime Gagé. Bonjour Christophe. Une histoire que vous avez racontée dans un livre paru en 2015 chez Michalon, Ma compagne, mon bourreau. La voici, cette histoire, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est un chiffre qu'on ne donne jamais. Tous les 14 jours et demi, un homme meurt en France sous les coups de sa conjointe. Alors bien sûr, pour les femmes c'est pire, il meurt une femme tous les 3 jours. Mais 2 hommes qui meurent tous les mois, battus par leurs femmes dans notre pays, ça n'est pas rien. Surtout si on y ajoute la longue liste de ceux qui survivent, comme Maxime, dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Il a bien failli y passer. Il s'en est fallu de peu, de très peu. Il a fallu 8 opérations, vous entendez, 8 opérations pour lui rendre visage humain au terme des 2 années qu'il a passées avec Zakia. Alors comment l'a-t-il rencontré, Zakia? Eh bien, comme on rencontre les filles aujourd'hui, sur Internet, pardi. En 2007, Maxime, qui a 29 ans, qui vient de débarquer de sa Charente natale, à Paris, et qui n'y connaît pas grand-chose aux femmes, et même rien du tout pour être honnête, s'inscrit sur le site affection.org. Et un samedi, il décroche un rencard dans une brasserie de la place de la Nation. Il arrive avec 1 heure d'avance, et il attend, un peu timide. Il cherche l'amour, le plus naïvement du monde. Il cherche l'amour, et il aurait pu le trouver. Avec de la chance. Malheureusement, il est tombé sur Zakia. C'est la brune, là, qui s'avance vers le bistrot. C'est avec elle qu'il a rendez-vous. Vous savez ce qu'il pense, lui, quand il la voit arriver? Ah ben au moins, elle ressemble à la photo. Eh oui, c'est toujours rassurant. Des fois, on se fait avoir. Mais elle est comme sa photo. Brune, des cheveux noirs corbeaux qui tombent jusqu'à la taille, un je ne sais quoi d'oriental, un peu rondelette, jean, basket, oh pas la grande classe, hein. Mais au moins, elle ressemble à la photo. Avant qu'ils se rencontrent tous les deux, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Zakia est parisienne. Elle a 7 ans de plus que Maxime, et donc 36 ans. Ah, important, elle a 2 enfants. Et elle est au RMI. Pour l'instant, contentez-vous de ça. Et les voilà donc à la table de ce bistrot. Zakia n'est pas venue seule, elle est venue avec une copine, Milena. Elle commande un demi, Milena prend un whisky. Et toi, Maxime? Tu bois quoi? Ben, un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous voulez savoir ce qu'il pense de ces 2 filles? Pile à ce moment-là, il les trouve vulgaires, extraverties. À un moment, elles se mettent à taquiner un client de la table d'à côté. Zakia lui passe même la main dans les cheveux. Et le type, ça l'amuse, il se laisse faire. Vulgaires. Il les trouve vulgaires. Après quoi, les filles le traînent à un barbecue. Il y a plein de monde, Maxime ne s'y sent pas très à l'aise.
Alors vers 22h, il tente de filer à l'anglaise. « Hé Maxime, ben reste un peu, t'as qu'à venir dormir chez moi. » C'est gentil, mais on se connaît pas très bien. Oh, c'est juste pour dormir, hein? T'inquiète pas. Oui, je sais. Bon, d'accord. Et c'est comme ça qu'à 5h du mat, Maxime se retrouve chez Zakia, dans son studio du boulevard Voltaire, à Paris. Les enfants sont chez la grand-mère. Ils bavardent un moment, et puis à un moment donné, elle déplie le clic-clac, et il se glisse sous la couette. Maxime n'a jamais dormi avec une femme. Il reste figé, sur le dos. Alors elle prend sa main, et elle le guide. Il écrira « Je ressens l'étrange sensation d'être pris d'assaut. La chose est relativement plaisante. » Il est passé à la casserole. Il se revoit quelque temps plus tard, en week-end, et puis un jour, elle l'appelle. Tu pourrais venir t'installer à Paris, chez moi? Avec toi? Chez toi? Oui, on s'arrangera. Écoute, je sais pas. Si t'attends trop longtemps, j'irai voir ailleurs. Il attend quand même un peu, le temps d'avoir son diplôme d'informatique. Et en octobre, 3 mois après l'avoir rencontrée, il va s'installer chez elle. Pour le meilleur et surtout pour le pire. « 30 mètres carrés. Le studio fait 30 mètres carrés et ils sont 4 parce qu'il y a les 2 gosses et c'est pas des bébés, 2 jumeaux de 11 ans. Un garçon et une fille, Cédric et Océane. Ce qui n'empêche absolument pas la nuit venue, Zakia de repartir à l'assaut de Maxime. Oh, les enfants dorment, je te dis. Et voilà le programme. Qui fait le ménage? Maxime. Qui va récupérer les enfants à l'école? Qui les aide à faire leurs devoirs? Maxime. C'est ça le plan. Elle passe sa sainte journée sur Internet en écoutant du rap à la télé. Et lui, il fait tout le reste. Un jour, aux catastrophes, l'ordinateur de Zakia tombe en panne. « Et Max, tu me prêtes ton portable ?»« Oui, bien sûr. C'est quoi ton mot de passe ?» Et maintenant, elle peut lire ses mails. Et lui, il n'y voit pas à mal. Dans un couple, il faut de la transparence. C'est normal. Un autre jour, Maxime, Zakia et les enfants font des courses au supermarché. Au moment de passer à la caisse, la carte bancaire de Maxime ne fonctionne pas. Donne-moi ta carte. Allez, donne-moi ta carte. Je vais aller retirer au distributeur. C'est quoi ton code? 2356. Et de retour à la maison. Tu sais quoi? Je vais la garder, ta carte. Ça sera plus simple pour les courses et tout. Maxime est amoureux. Il a confiance. Il accepte. Il accepte même que Zakia gère son compte en banque. C'est une preuve de son engagement. Et puis arrive le réveillon du 31 décembre. La mère et le frère de Zakia sont invités. Ils n'ont pas eu beaucoup de chemin à faire. Ils habitent dans le même immeuble, sur le même palier. Et au cours de la soirée, Zakia se met à picoler avec son frère, du whisky. Et après, elle se roule un pétard. Et quand le frérot et la maman sont partis, elle devient hargneuse. Et d'un coup, elle se rue sur Maxime, elle l'attrape par la chemise et elle lui colle une baffe, une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Maxime est sidéré. Elle lui fait tellement peur, il n'ose pas bouger. Et là, elle le plaque contre le mur et elle le gifle de plus belle. Et à un moment, elle se calme. Elle s'assoit sur le canapé. « Si tu m'avais pas énervé aussi, c'est ta faute !» Tout ça devant les enfants qui sont interloqués. Et ensuite tout le monde se couche avec le rap à la télé en guise de berceuse, comme tous les soirs, et Zakia lui demande de lui caresser les cheveux. Et Maxime se dit que ce qui vient de se passer n'était qu'une erreur de parcours. À part ça, qu'est-ce qu'il fait, Maxime? Il travaille.
Il vient de décrocher un CDI dans une grosse boîte d'informatique, Accenture Technology Solutions. Il commence en janvier 2008. Sauf que Zakia garde la carte bancaire, bonne âme. Elle lui donne 2 tickets de métro par jour et 4 € pour déjeuner. Avec ça, vous n'allez pas loin, un mauvais sandwich, rien de plus. Il faut que je vous dise, Zakia lui a pris aussi sa carte d'identité. Donc si on fait le bilan, ça fait 4 mois qu'il est chez elle, il n'a plus d'ordinateur, il n'a plus de mail, il n'a plus de carte bancaire, il n'a plus de papier d'identité. Il ne lui reste que son téléphone. Un dimanche, ça dégénère à nouveau. À 10h du matin, Zakia se roule un gros pétard et elle met du rap à fond. Et Maxime choisit de faire le dos rond, il fait le ménage, il passe le balai, il passe la serpillière. Et ensuite, il s'occupe des enfants. Et à un moment, il joue à cache-cache avec eux. Et il attrape Cédric qui est caché derrière des manteaux. C'est un jeu. Et là, Zakia se met à hurler. « Tu l'as frappé, là ? Touche pas à mon fils, hein ? Tu te prends pour qui ?» Et elle se jette sur Maxime, et elle le plaque contre le mur, et elle se met à lui asséner, non pas des claques, mais des coups de poing. Elle le frappe jusqu'à perdre haleine, et lui en face, il lit dans ses yeux de la haine, et ça le paralyse. Au bout de 10 minutes, elle retrouve son calme. Maxime a le visage en sang. À ce moment-là, une voisine sonne à la porte. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu du bruit, des cris. Oh mais c'est Maxime. Il s'est fait agresser dans le couloir par 2 types. J'ai juste eu le temps de lui ouvrir. Ils l'ont pas raté, hein. Il s'est fait agresser. Mais alors faut prévenir la police. Ah ben oui, je l'appelle tout de suite. Et elle appelle la police. Et 3 policiers débarquent. Et Zakia leur sert la même version. Les 2 types dans le couloir. Et lui, Maxime. Eh ben, il confirme. Oh ben je sais pas. J'ai été frappé par surprise. Les policiers appellent les pompiers qui emmènent Maxime à l'hôpital Saint-Antoine. Il est tellement amoché qu'ils le gardent en observation toute la nuit. Et quand il sort, qu'est-ce qu'il fait ? L'idée de porter plainte au commissariat lui effleure l'esprit. Mais Zakia lui a dit qu'elle avait des amis flics au commissariat du 11e. Alors il n'ose pas. Il pourrait se réfugier chez ses amis de Champigny ou prendre un train pour la Charente, chez ses parents. Mais comme il n'a pas un sou en poche, comme il n'a pas non plus ses papiers, comme un robot, il prend le chemin du studio. Par peur, par lâcheté, peut-être par masochisme, il n'en sait rien. En tout cas, il rentre à la maison. Maxime est maintenant obligé de mettre du fond de teint pour cacher les hématomes sur son visage. Et puis un matin, il a le malheur d'oublier son téléphone portable à la maison. Quand il rentre le soir, il le retrouve en miettes. Elle a détruit son dernier moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et très vite, il n'y a plus de monde extérieur. Un jour, Maxime part travailler. « Zakia, où sont les clés ? La porte est fermée. T'en as pas besoin. Tu restes là. » « Mais je dois aller travailler. »« Tu restes là, je te dis. » Et forcément, après plusieurs jours d'absence injustifiée au travail, le couperet tombe. Maxime est convoqué par son patron. « Monsieur Gagé, l'entreprise a décidé de vous licencier. Pour faute. » Le piège se referme. Maxime a perdu toute existence sociale. Il est totalement à la merci de Zakia. Il est devenu sa chose. Et d'ailleurs, par une nuit glaciale de février 2008, 8 mois après leur rencontre, elle le vire du clic-clac. Maxime se retrouve à dormir par terre, dans l'entrée du studio, sans oreiller et sans couette, avec un pull en guise de coussin et le blouson de cuir que lui ont offert ses parents comme couverture. Et comme si ça n'était pas assez, le lendemain soir, elle lui dit « Déshabille-toi, va prendre ta douche !» Et là, elle ouvre l'eau froide, en grand, l'eau froide, et rien que l'eau froide. Et lui,
Il supporte, il serre les dents. Et le jour d'après, elle attrape un couteau de cuisine et elle le pose sur la plaque de cuisson, thermostat neuf. Je te donne 2 façons pour te rattraper. Me rattraper de quoi? Sinon, t'as le droit à une autre douche froide. Soit c'est le couteau brûlant. La douche, il ne veut plus. Alors, comme un automate, il déboutonne la manche droite de sa chemise. Et il tend son avant-bras. Et elle applique la pointe du couteau sur sa peau. Et lui, il serre les dents. Il ne crie pas. Il ne geint pas. Il encaisse. Alors vous vous dites, il pourrait appeler au secours. Appeler quelqu'un. Mais qui? Ses parents? Elle ne le laisse les appeler que pour leur réclamer de l'argent. Ses amis alors? Maxime n'en a pas beaucoup. Elle l'a laissé en appeler un seul. Mais quelques minutes, il ne lui a rien dit. Il a honte. Une seule personne finalement lui vient en aide. C'est Ouda, la mère de Zakia, qui vit sur le même palier. Elle lui apporte une couette, un oreiller, des vêtements et à manger de temps en temps. À partir de mi-mars 2008, 9 mois après leur rencontre, Zakia interdit à Maxime l'accès à la salle de bain et aux toilettes. Alors Maxime doit aller faire ses besoins en cachette dans les WC communs de l'immeuble et se débarbouiller au robinet de la cour, dehors, devant tout le monde. Là-dessus s'ajoute une humiliation de plus. Zakia a recommencé à draguer sur Internet. Elle ramène des hommes dans le studio. Le premier, c'est Gérard. Et le soir où il débarque, elle envoie Maxime dormir dans un cagibi sur le palier. 1,50 m de long, 75 cm de large. Et si tu sors de là, je te casse la tête. Elle est en train de le détruire à petit feu. Jusqu'où est-elle capable d'aller? Un jour, elle achète une bouteille d'acide chlorhydrique et en pleine crise de fureur, elle lui colle le goulot de la bouteille ouverte sur les lèvres. Et lui, il serre les lèvres. Les enfants sont à côté. Maman! Maman, arrête! Arrête, s'il te plaît! Il n'en vaut pas la peine! Il n'en vaut pas la peine. Voilà l'argument qui fait plier Zakia. Il n'en vaut pas la peine. Un autre jour, il est en train de faire le ménage, elle tente de passer, elle trébuche et elle s'étale sur le clic-clac. Alors elle se précipite dans la cuisine, elle empoigne un couteau et elle le lui colle sous la gorge. Maman! Maman, arrête! Les 2 gamins, 11 ans, se jettent sur leur mère pour retenir sa main. Une autre fois, elle lui explose le nez, le sang gicle, les enfants se mettent à crier, alors elle leur colle des coups de poing, au point que la petite Océane se retrouve aveugle pendant quelques minutes. Je vois plus rien, maman! Je vois plus rien! C'est Maxime qui la réconforte, jusqu'à ce qu'elle retrouve la vue. Et tous les 3, Maxime, Océane et Cédric, finissent prostrés dans un coin du studio. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Pourquoi est-ce qu'il ne s'enfuit pas? Lui, il reste pour les enfants. D'autant qu'un jour, elle lui a dit « Si tu pars, je dis à mes potes flics que t'as touché mes gosses. » On est en janvier 2009. Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'ils sont ensemble. Et maintenant, Zakia boit tous les jours. Et elle fume des pétards. Un samedi, elle ne trouve pas sa boulette de shit. Alors, c'est de sa faute, évidemment. Elle lui taillade l'arrière du crâne, devant les enfants. Débrouille-toi pour me trouver une barrette de shit. Vas-y. Maxime se retrouve en sang dans la rue. Et là, il croise des policiers. S'il vous plaît? S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été agressé dans la rue. Maxime finit à l'hôpital où il est opéré. Et une fois de plus, il ne dit rien. Et quand il sort, au bout de 3 jours, il rentre chez Zakia. À moins de miracle, il va y laisser sa peau. Un soir de février 2009, Cédric et Océane, les 2 gamins qui ont maintenant 12 ans,
viennent chuchoter à l'oreille de Maxime. « Max, tu veux bien si notre oncle te prend en photo ? C'est pour envoyer à tes parents, Max. Faut les prévenir très très vite. » « D'accord. Mais quand ? Demain, hein ? Quand t'iras faire tes courses. » Et le lendemain, l'oncle prend la photo à la sauvette sur le palier et il appelle la mère de Max. « Allô ? Oui, bonjour madame. Voilà, je suis le frère de Zakia. Votre fils, là, Max, il est en danger, madame. Si vous voulez le revoir vivant, faut venir vite. » Quelques jours plus tard, Maxime sort faire des courses et quand il rentre, il trouve Zakia en panique. « Tu vas me faire avoir des problèmes, hein ? Il y a 2 flics qui sont venus. Ils te cherchent. Tes parents sont là. Tu vas me faire avoir des problèmes. » « Mes parents ? Ils sont là, mes parents ?» Zakia tourne dans le studio comme une lionne en cage. « Bon. Tu veux les voir ou pas ? Mes parents ? Ah bien sûr, oui, je les vois. Ok. Tu vas les voir. À une condition. Tu portes pas plainte. Tu portes pas plainte contre moi. Tu dis rien. Ok ? Jure-le. Je le jure. Je porterai pas plainte. Tiens, prends tes papiers là. Allez, suis-moi, dépêche. Et Zakia rattrape les 2 policiers qui sont encore dans la rue. Et attendez, le voilà, il arrive. Les policiers conduisent Maxime auprès de ses parents qui l'attendent un peu plus loin. Son oncle et sa sœur sont là aussi. Maxime s'approche d'eux, en boitant, la tête qui penche, défigurée par les coups et par les brûlures. Les cheveux hirsutes, il est méconnaissable. Et quand ils le voient, ils sont tous en larmes, y compris son père qui est un ancien militaire. Voilà, c'est fini. Il le ramène chez eux, en Charente, et il l'emmène directement aux urgences de l'hôpital. Son corps n'est que plaie, boursouflure, hématome, cicatrices, coupures. En un peu moins de 2 ans, Maxime a perdu 30 kilos. Et c'est une infirmière qui lui ouvre les yeux. « Ah, vous savez, j'ai plus de 20 ans de métier derrière moi. Et sincèrement, vous êtes le second cas le plus grave de violence conjugale que j'ai eu à traiter, ça je vous le jure. » C'est à ce moment-là que Maxime réalise. Alors le lendemain, il va porter plainte. Et quelques mois plus tard, des policiers venus de Paris viennent l'interroger à Angoulême. Et Zakia est placé sous contrôle judiciaire. Et la garde des enfants lui est retirée. Et quelques mois plus tard, la juge d'instruction en charge du dossier organise une confrontation dans son bureau, au palais de justice de Paris. La juge lit tout ce que Maxime a raconté dans ses différentes dépositions. « Qu'en pensez-vous, madame ? S'il le dit, c'est que c'est vrai ? » Elle lui montre des photos du corps meurtri de Maxime. « Oh ben, je suis choqué, là. Là, je reconnais que j'ai pété un plomb, hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais comment j'ai pu faire ça ? Sans déconner ?» Zakia est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour violence, vol de documents d'identité, escroquerie et menaces. Elle échappe aux assises, mais elle risque 5 ans de prison ferme. Le procès se tient en mai 2015 à Paris. L'avocate de Zakia raconte le suicide de son père, la dépression de sa mère, le foyer à 14 ans. « Cette femme est malade. Elle est dépressive. Et depuis, elle a entrepris une thérapie. Il n'y a pas eu de réitération de quelque violence que ce soit, vous en conviendrez. » À la fin, Zakia demande pardon à Maxime. Et le tribunal la condamne à 1 an et demi de prison ferme, puis 1 an et demi avec sursis et 200 000 € d'indemnisation. Mais le parquet qui avait demandé 5 ans ferme fait appel. Et donc, Zakia est rejugée en 2016. Elle est condamnée à 2 ans ferme, 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve. Elle doit travailler, elle doit se soigner et elle doit indemniser Maxime.
Et c'est la fin de mon histoire, et je suis avec Maxime. Elle est sortie depuis de prison? Alors, il est très vraisemblable qu'elle n'ait pas fait le moindre jour de prison, sachant qu'à partir du moment où une peine est égale ou inférieure à 2 ans, elle est tout à fait aménageable. Voilà, ce qui fait que cela peut amener vers une assignation à résidence, bracelet électronique ou toute autre solution. Mais en vérité, vous n'en savez rien. Je n'ai que des suppositions. Ouais, ça c'est toujours intéressant parce que c'est une des faiblesses de ce système. Il ne permet pas aux victimes de savoir ce qu'il advient des personnes condamnées, ni si elles sont encore en prison, ni si elles sont sorties. Ça, c'est un des mystères de la justice française. Non, c'est très juste, Christophe. Vous pensez que vous seriez mort si les gamins n'avaient pas organisé cette séquence de photos? Alors, non seulement je le pense fortement, mais c'est une absolue certitude. Il s'en serait fallu peut-être de 2-3 semaines, 1 mois maximum. Mais j'ai vu à plusieurs reprises ma vie défiler, notamment le jour où elle m'a collé un couteau sous la gorge, le même d'ailleurs qui lui a servi à me brûler l'épiderme. Et je peux vous assurer, ça marque à vie. Je vous ai vu au fur et à mesure du déroulé de mon récit revivre les séquences, enfin on voit des choses dans les yeux. Je raconte des histoires tous les jours, j'ai l'habitude de lire dans les yeux de mes invités, et à un moment pendant la pub vous m'avez dit j'y pense tous les jours à tout ça. C'est juste, rarissimes sont les jours où je n'y pense pas au minimum 1 à plusieurs fois. C'est extrêmement rare. C'est une blessure que j'ai en moi qui est dans un état extrêmement frais. À peu près comme si tout ce que j'ai subi remontait à, je dirais, peut-être la semaine dernière ou 2 semaines auparavant. À ce point-là. C'est très frais. Vous avez subi 8 opérations pour retrouver visage humain après les exactions que cette femme vous a fait subir. Quel genre d'opération pour qu'on réalise? Alors, j'ai subi une chirurgie exploratrice en urgence au niveau des parties, suite à des coups de genoux répétés de sa part. J'ai eu une opération au niveau de l'œil droit pour un décollement franc de la macula, qui est la partie centrale et fonctionnelle de la rétine. 2 opérations supplémentaires pour le nez, puisque le septum, qui est la partie cartilagineuse centrale de mon nez, était clairement réduite en bouillie, irrécupérable. Et enfin, pour terminer, les 4 dernières opérations restantes pour le lobe de l'oreille gauche, qui avait littéralement explosé sous la peau suite à un coup de pied reçu alors que j'étais au sol. Je peux dire quelque chose puisque vous êtes en face de moi, ça se voit encore. On peut voir encore des marques, quoique légèrement estompées, mais ces marques sont bien visibles. Oui. Qu'est-ce qui était le plus dur, l'aspect physique ou l'aspect psychologique au final? Les 2 parties. En fait, c'est une combinaison assez complexe de violences physiologiques et psychologiques. Les 2 mises ensemble amènent un véritable cauchemar à endurer. Et je pèse mes mots. Si on reprend les choses tout au début, vous avez 29 ans et jusque-là, vous avez fait une croix sur l'amour. Pourquoi ? Quelle sorte d'homme êtes-vous à ce moment-là? J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Et cela allait presque sur une partie limite complexe à ce sujet. Je connais avoir été extrêmement timide avec la gente féminine. Il en reste encore quelque part. Mais cela dit, il y a une très large évolution. Maintenant, pour reprendre par rapport à cette époque, j'étais complètement novice en la matière. Sur un plan imagé, en reprenant l'histoire dans sa globalité, je vais utiliser une image propre à l'informatique. Grosso modo, j'étais un petit peu comme une feuille vierge que l'on glisse dans une imprimante, et j'en suis ressorti suite à un bourrage papier en quelque sorte. Ça vous donne une petite J'adore l'image d'informaticien que vous êtes, mais c'est une manière finalement. Ça n'en reste pas moins la plus évocatrice. Oui, ça dit les choses et en même temps ça permet de passer à la question suivante. Quand vous acceptez de vivre chez elle, vous vous dites j'ai 29 ans, il est temps que je vive avec une femme, c'est ça le raisonnement? Eh bien, par rapport à la perception que j'en avais, c'était quelque chose auquel j'aspirais profondément, à savoir trouver l'âme sœur et pouvoir fonder un foyer, vivre, travail, enfant, enfin quelque chose de très classique. Sortir de la solitude. Vous vous sentiez seul? Il y a de cela aussi. Le fait qu'elle vive avec 2 enfants de 11 ans dans un studio de 30 mètres carrés, là il y a quelque part déjà au départ un signal d'alerte, c'est-à-dire elle est au RMI, elle est plus âgée que vous,
Elle a 2 grands-enfants. Et tout ça vit dans un studio de 30 mètres carrés dans lequel elle vous dit de venir vous joindre à eux. Là, déjà, normalement, tous les voyants sont au rouge. Mais vous êtes aveugle ? Eh bien, comme on dit, comme disait cette citation, l'amour rend aveugle et le divorce recouvre la vue. Vous êtes amoureux, d'ailleurs. Ému, disons. À ce moment-là, j'étais particulièrement ému. Ça vous a secoué, l'amour ? Plutôt pas mal. On va dire que le démarrage en la matière a été quelque peu brutal. Et quand cette histoire a commencé à clairement déraper, aucun signe indicateur ne m'apparaissait clairement. J'étais comme aveugle. Complètement aveugle. Je ne voyais rien. Et pourtant, paradoxalement, quand je l'ai rencontré pour la première fois sur cette terrasse de café, j'avais cette petite voix intérieure qui me disait, bon, Max, tu prends tes affaires et tu prends la tangente de suite. Et paradoxalement, j'ai pris sur moi d'occulter cette voix en me disant qu'on ne peut pas, je vais employer une image qui est une circonstance, on ne juge pas un livre à sa couverture. Oui, au physique. Exactement. À sa vulgarité. Que vous ressentez tout de suite. Les apparences sont une chose et la partie humaine et psychologique en est une toute autre. Vous vous donnez une chance, en vérité. Une chance de ne plus être seul. Oui, c'est assez juste. C'est assez juste. Au fond, vous êtes prisonnier de votre solitude, quoi. Un peu esclave, déjà. Alors, il y a un peu de ça, mais il y a également un autre élément à prendre en considération, puisque depuis le départ, elle a en quelque sorte arborer un masque complètement artificiel. Elle se montrait uniquement sous la partie la plus positive. Vous voulez dire dans les échanges que vous avez eus avec sur Internet avec elle? Exactement, elle se montrait vivante, gaie, extravertie, ouverte. Bon, peut-être un peu trop extravertie, mais bon, là encore, cela dépend de l'appréciation de tout un chacun. Bref, elle se montrait sous son meilleur jour. Et c'était là, justement, un indicateur que j'aurais dû très lourdement prendre en considération. Il y a une loi mathématique qui est assez simple, tirée d'un film d'ailleurs. À partir du moment où quelque chose semble trop parfait, il y a nécessairement anguille sous roche. Oui. Et j'aurais dû lourdement prendre ceci en considération, puisqu'effectivement il y avait anguille sous roche. Enfin, à ce stade, j'aurais clairement pu parler d'une baleine. Oui. J'adore parce qu'au fond, vous en tirez toujours par un petit trait d'humour. Mais je vous comprends. Hein. Et l'humour est une force. Oui. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi il reste. Vous donnez une première explication dans votre livre dont je n'ai pas parlé dans mon récit, qui en gros est que vous êtes faible depuis tout petit, que ça tient à la relation dominant-dominé que vous avez construite depuis tout petit avec votre père. C'est quelque peu inexact. Je m'explique. Il y a dans cette histoire par rapport entre mon désormais ex-bourreau et moi, il y a effectivement un rapport qui s'est très vite installé de dominant-dominé. Cela dit, cela s'est fait tout doucement, comme je l'évoquais dans certaines interventions médias, un petit peu comme l'aurait fait un maître d'échecs en posant ses pions un à un jusqu'au moment opportun pour frapper. Oui. Et comme j'étais complètement aveugle, je ne voyais absolument pas, justement, je n'avais pas ce recul nécessaire. Mais ce que je veux dire, ma question était, est-ce qu'au fond, votre vie jusque-là n'est pas celle d'un homme dominé par son père? Manifestement, votre père a une personnalité titanesque, c'est un militaire un peu raide. Non, mon père, là il s'agissait de mon oncle qui a été effectivement militaire, fraîchement retraité au moment des faits. Mon père a été cadre supérieur. Et effectivement, il y a eu certaines tensions à un moment donné. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'en discuter assez longuement et cela m'a permis de comprendre justement l'existence de cette tension, qui était avant tout d'origine professionnelle. Et là-dessus, bon, le pardon est total. Bon, maintenant, les erreurs qu'il a eues en tant que père sont tout à fait naturelles. Personne n'a la prétention d'être parfait. Mais vous racontez aussi que vous avez été toute votre scolarité le bouc émissaire de la salle de la cour de récréation. Effectivement, parce que trop calme. Trop calme. Trop calme, entre autres, oui. Ouais. Vous pensez trop calme. On me le dit assez souvent. Ou trop faible.
Ce n'est pas une question de faiblesse. Maintenant, par rapport au moment où j'ai connu Zakia, effectivement, il y a eu un moment de faiblesse, puisque j'étais sorti d'une relation fraîchement. Cette rupture s'est avérée extrêmement douloureuse. Une femme que vous avez connue avant? Oui, effectivement. Et c'est en pleine formation où celle-ci, d'ailleurs, a décidé de mettre un terme définitif à notre relation, et cela m'a complètement détruit, mis KO debout. Et je connais qu'il y a certainement là eu l'apparition d'une faiblesse dans le psyché, mais à un moment donné. Maintenant, j'insiste sur un point, ce n'est pas parce que l'on a une faiblesse à un moment donné que l'on est faible nécessairement. Il y a une très grosse différenciation à faire. Alors évidemment, je vous le disais, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Et une explication est donnée dans le livre. Vous êtes resté en partie pour les enfants, qui d'ailleurs sont ceux qui vous ont sauvé la vie, parce que c'est bien eux qui vous suggèrent de faire cette photo pour que l'oncle prévienne vos parents. Vous les avez revus, ces deux gamins? Je les ai revus lors des audiences... des deux procès? Au tribunal, effectivement, mais sinon, non. Ils vous ont sauvé la vie? Je leur dois la vie au même titre que je dois la vie aux frères de Zakia, ou même à leur mère. Sans l'intervention de chacun, aussi infime soit-elle, je ne serais pas là pour en parler. C'est une absolue évidence. Ces deux enfants, alors ça non plus je ne l'ai pas dit, mais elle les avait frappés par le passé. Elle a d'ailleurs été condamnée pour des violences sur ses enfants. Oui, effectivement, c'est une chose que j'ai apprise lors des audiences. Il y a eu des faits de violence les concernant. Je crois me souvenir que sa fille a fait l'objet de brûlures de cigarettes dans le cou, si je me mémoire, et son fils avait reçu déjà des coups au préalable. Et là où c'est compliqué, c'est que vous me disiez tout à l'heure hors antenne que probablement sont-ils encore avec elle aujourd'hui? Sont-ils revenus avec elle, tous les deux? Tout me porte à penser qu'ils sont revenus dans le giron maternel, ce qui va d'ailleurs provoquer de très gros problèmes à terme, étant donné que sa fille, notamment, a été mère de famille alors qu'elle n'était pas encore majeure. Elle avait 17 ans à son premier enfant, et lors de la dernière audience, elle était enceinte. Oui. Donc nouveau. Il y a au moins 2 enfants à son actif, alors qu'elle est toute jeune majeure. Les 2 grands, plus les 2 bébés, plus la mère, tout ça quelque part en région parisienne. Exactement. Vous n'avez plus aucun contact avec ces enfants, vous le souhaiteriez? Est-ce qu'au fond vous avez noué avec eux, puisque vous avez partagé un peu leur martyre, un lien? J'aurais aimé rester en contact avec les uns comme les autres. Exception faite bien sûr de mon bourreau, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, la situation étant extrêmement complexe, il y aurait là, je serais tenté de dire, un véritable conflit d'intérêts. Oui. Sachant que j'ai porté plainte contre une mère, contre une sœur, contre un membre de la famille, si je reste en contact, et pourtant je pense à eux chaque jour avec une certaine affection, parce que tous sont, certes, leur histoire collective est assez complexe, notamment de par la mort du père de Nadia, qui s'est suicidé, qui s'est suicidé effectivement. Donc cela a durement marqué cette famille, et il y a des séquelles qui sont absolument incontestables. Maintenant, cela ne justifie aucunement ce qu'elle m'a fait subir. La mère et le frère ont un rôle extrêmement ambigu, parce qu'en vérité ils savent exactement ce qui vous arrive. Peut-être n'êtes-vous pas le premier d'ailleurs à vivre ça. Et ils vous aident, elle vous donne à manger, lui est celui qui va faire passer le message à vos parents, mais en même temps il ne s'interpose pas physiquement entre elle et vous. Eh bien, Christophe, ça n'est pas du tout évident par rapport à leur situation. D'un côté, certes, je suis dans une situation de danger clairement à considérer comme extrême, mais d'un autre, leur très grosse difficulté est de contrer les actions d'un membre de leur propre famille, de leur sang. Oui. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, je comprends tout à fait la difficulté qu'ils avaient à intervenir. Et même si leurs moyens étaient certes très limités, ils m'ont permis de pouvoir tenir la distance, ce qui m'a permis, à terme, de pouvoir sortir de là. Certes, en un seul morceau, même si j'avais des blessures extrêmement importantes, tant en termes de volume que d'importance, mais c'est grâce à eux, exclusivement, ainsi que grâce à l'intervention de mes proches et du commissariat de police Paris 11, que je suis sorti vivant de là. Quelques semaines de plus, et certes mon nom serait sûrement apparu dans les médias, mais dans la rubrique entre guillemets chien écrasé. Vous êtes hospitalisé 2 fois.
À ce moment-là, vous êtes à l'hôpital, il y a un point de rupture physique avec Zakia. Vous pouvez appeler vos parents. Est-ce que c'est parce qu'au fond vous avez honte que vous ne les appelez pas? Eh bien, il y avait, Honte de ne pas leur raconter une belle histoire. Non, certes, il y avait, en ce qui me concerne, une gêne énorme, puisque au moment des faits, la question des violences conjugales subies par les hommes était quelque chose d'extrêmement tabou. Oui, elle l'est toujours. On pouvait beaucoup moins. Il y a eu une évolution assez importante en temps. Dieu merci. Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais il y a eu quand même malgré tout une prise de conscience au moins. Et ça, c'est une chose importante. Maintenant, on a, quand je parle de on, je parle sur un plan collectif. L'abcès a été percé, maintenant il faut le vider dans les formes. Et par rapport à cela, si vous me permettez, je souhaitais juste ajouter une chose par rapport à ma position en la matière. Puisque par rapport à toutes les interventions qui sont faites par l'association, il y a, bon certes, les femmes à droite, les femmes à gauche, il fallait intervenir, certes. Maintenant, pour ma part, je ne vois ni femme ni homme, je vois avant tout des êtres humains. Un homme, au même titre qu'une femme, a 2 bras, 2 jambes, une tête, a également des pensées, des craintes, des doutes, des douleurs qu'il peut ressentir, des aspirations. C'est à l'identique, il n'y a pas de différenciation à faire. Et vous êtes devenu depuis un défenseur de ce numéro de téléphone qui est le 3919 qu'on appelle en général violence femme info, mais qui pourrait être violence homme info aussi. C'est-à-dire que le même numéro permet aussi de signaler une femme maltraitante. Sur le plan théorique. Oui, en pratique. Dans la pratique, c'est un peu différent puisque je suis amené à penser que le personnel aurait besoin d'une un peu de formation, d'une requalification en la matière, un reparamétrage si on veut. Merci Maxime Gagé d'avoir accepté de raconter cette histoire telle que vous la racontez dans ce livre, donc Ma compagne, mon bourreau, paru chez Michalon en 2015 et qui vient de sortir en livre de poche chez J'ai lu. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.